Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Chaque année, c'est une véritable invasion. Entre juin et octobre, lorsque la saison de la pêche au calamar bat son plein, des milliers de bateaux de pêche nord-coréens viennent braconner dans les zones économiques exclusives du Japon et de la Russie. Les gardes-côtes ont du mal à repousser ces milliers d'embarcations en bois d'un autre âge. Les conséquences de cette pêche illicite sont dramatiques sur le plan écologique, mais aussi humain. Tous les ans, des dizaines d'embarcations s'échouent près des côtes russes et japonaises et régulièrement, les habitants de ces régions côtières retrouvent des cadavres de braconniers nord-coréens. Cette pêche, si elle est illégale, n'en est pas moins cruciale pour la Corée du Nord, étouffée par les sanctions drastiques imposées par l'ONU. Pendant plusieurs mois, nos reporters ont mené l'enquête pour remonter ces réseaux de braconnage et comprendre les mécanismes de cette économie souterraine avec le pays le plus fermé de la planète. Une enquête entre l'Extrême-Orient russe et la Chine. Nord-coréen, la dernière pêche est un document exclusif signé de Elena Voloshin et Yan Kwai en coproduction avec Arte. Chaque année, ils sont désormais des milliers. Sur des coques de noix d'un autre âge, ils viennent piller les ressources halieutiques du Japon et de la Russie. Ils sont nord-coréens, pas prêts à affronter le grand large. Et ils finissent parfois échoués à 500 km de chez eux. J'ai vécu à Vladivostok toute ma vie et je n'avais jamais entendu parler du fait que de tels bateaux étaient là, quelque part en mer, à pêcher. Mais ces 2 dernières années, ils sont apparus à Vladivostok. Presque sur chaque plage, il y a une embarcation échouée. Pendant plusieurs mois, nous avons remonté les filières de braconnage du pays le plus secret de la planète et cherché à comprendre pourquoi cette armada fantôme envahit l'Extrême-Orient russe. Le principal problème de ces bateaux nord-coréens, ce sont ces filets de pêche, dits maillons dérivants. Ils sont interdits en Russie. Le danger avec eux, c'est qu'ils raflent absolument tout. Toute la faune marine, tous les types de poissons, tous les mammifères et les oiseaux marins. Sergueï Troubolis est plongeur. Régulièrement désormais, il observe ces filets lors de ses immersions. La dernière fois, j'en ai vu un de 200 mètres de long et 50-60 mètres de large. Aujourd'hui, beaucoup de gens font de la plongée. Et des plongeurs travaillent aussi sous l'eau. Si on se prend dans ces filets, on peut s'y emmêler et mourir. Un danger pour les plongeurs, mais aussi la menace d'un désastre écologique. Ces filets, interdits par la loi russe et dans de nombreux pays, peuvent être longs de plusieurs kilomètres. Et les braconniers nord-coréens les abandonnent une fois qu'ils ont servi. Ils remontent ces filets, prennent le poisson et ils rejettent les filets à la mer. C'est une méthode de pêche complètement barbare. Que sont devenus les membres d'équipage ? Comment, avec des bateaux en bois goudronné et des hélices en plastique, remontent-ils la mer pour s'échouer si loin de chez eux ? À Vladivostok, un homme surveille leurs mouvements depuis des années.
Pour ses travaux de recherche sur les processus qui influent sur les écosystèmes marins, le professeur Vyacheslav Dubina utilise des images satellites. À partir de 2013, nous avons observé une entrée massive des pêcheurs nord-coréens dans la zone économique de la Russie. Voici la frontière maritime de la Fédération de Russie. Cette frontière-ci délimite la zone économique nord-coréenne et celle-là, celle de la Corée du Sud. Là, c'est celle du Japon et ça, c'est la zone neutre où peuvent travailler les pêcheurs de tous les pays. En clair, ces zones économiques, les bateaux des autres pays peuvent les traverser, mais ils n'ont pas le droit d'y pêcher. En 2013-2014, les pêcheurs nord-coréens se cantonnaient à la partie sud de notre zone économique. Mais à partir de l'an dernier, ils se sont mis à remonter loin vers le nord et à se rapprocher de la frontière des 12 000 nautiques, des eaux territoriales de la Russie. Le professeur Dubina tient aussi à nous montrer leur port d'attache, en Corée du Nord. Ici, ce sont des bateaux en bois amarrés en rang l'un contre l'autre. Il y en a plusieurs milliers. Vous voyez, ça, ce sont des bateaux en métal, et ça, des petites barques en bois. Ils se déplacent de la façon la plus économe qui soit, c'est-à-dire que les grands bateaux remorquent plusieurs petits bateaux. Les petits déchargent le fruit de leur pêche sur les grands bateaux et reçoivent d'eux tout ce dont ils ont besoin, des filets, de l'essence. L'an dernier, les conditions météo étaient bonnes et dans notre zone économique, nous avons pu observer pas moins de 3000 points lumineux. Des flottilles impressionnantes et indénombrables. L'État russe, lui, ne communique aucun chiffre. Pourtant, lors des avis de tempête, les braconniers nord-coréens se réfugient en masse dans les baies russes extrême-orientales, en vertu des conventions maritimes sur la protection des navires en danger. La Russie ne peut pas leur refuser l'accès. Alexei, в море. Надеваем сапоги. Dans la baie d'Olga, à 450 km de la Corée du Nord, la saison de la pêche au saumon du Pacifique s'est ouverte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour que nous posons nos filets. Pour le moment, aucun résultat, mais ce matin, il y avait beaucoup de vent. Ilya et son ami Alexei font une deuxième tentative pour aller relever leurs filets. Il y a 10 jours à peine, la flottille nord-coréenne stationnait dans cette baie. Elle était déjà venue les 2 années précédentes. En général, ils viennent de derrière l'horizon et ils stationnent dans les baies environnantes. Pour ces pêcheurs, la récolte s'annonce maigre. Ici, tout le monde s'accorde à dire que depuis que les Nord-Coréens stationnent dans ces baies, les poissons, comme les fruits de mer, se font très rares. Ils ont tout raclé au fond de la mer. Demandez à n'importe qui, il y a 1 an ou 2 ici, on trouvait encore du crabe. Nous avons aussi des licences pour pêcher le crabe, la crevette ou le concombre de mer. Mais ces 2 dernières années, tout est devenu très rare. On sent qu'il y a moins de tout, moins de ressources halieutiques. En tant que peuples autochtones d'Extrême-Orient, ces pêcheurs ont droit à des quotas qui varient tous les ans. 100 à 200 kg de saumon par personne cette saison. Postés sur les rives, les gardes-côtes veillent à ce qu'ici, personne ne les dépasse. Ils sont postés là à contrôler chaque poisson. Nous avons pourtant nos carnets. Si on a pêché 5 poissons, on doit le noter. Mais non, il faut qu'ils aillent voir chaque pêcheur qui sort de l'eau pour lui demander « Combien tu as pêché ?» Allez, on le note. Le braconnage nord-coréen met d'autant plus ces pêcheurs en colère. Aujourd'hui, sur cette rive, il y a 4, 5, 6 gardes-côtes. Mais qui s'occupe d'eux là-bas ? Je me demande bien. On a le sentiment qu'ils ferment les yeux sur les Nord-Coréens là-bas, alors que nous, ils cherchent à nous étouffer. Ces reproches sont-ils justifiés ? Les gardes-côtes nous voient filmer et nous abordent. Nous laissons tourner notre caméra et en profitons pour les interroger.
предполагали, какие вы имеете конкретный смысл с этим бороться, если так много и все рыбачат? Стараемся в одно место собрать кучки и как бы их патрулируем, чтобы они не рыбачили, не высаживали. Ну а как вы можете, там 200 шхун стоят, рыбачат, что вообще можете делать? У вас же нет 200 судов? Ну, вызывается ПСП, все равно военные корабли патрулируют на границе. Вертолет, спецназ, все как бы быстро все делается. Le garde-côte nous assure que la situation est sous contrôle lorsque les bateaux nord-coréens sont dans la baie. Mais en haute mer, selon lui, c'est plus difficile. Допустим, сейчас вот мы их не наблюдаем, может они там и рыбачат. Это же надо, сколько надо сил, чтобы постоянно все мониторить. Pourtant, l'an dernier, les opérations en mer se sont multipliées. Filmées par le FSB, les services secrets russes, dont dépendent les gardes-côtes. Dans les 360 km de la zone économique exclusive de la Russie, les Nord-Coréens braconnent le calamar. Кальмар частично вывешивают для сушки. Mais aussi le crabe. Les interventions des gardes-côtes sont parfois musclées. Le 17 septembre dernier, l'une d'entre elles tourne mal. Selon la version officielle, les braconniers attaquent les gardes-côtes qui ripostent à l'arme à feu. Bilan, 4 agents blessés et un Nord-Coréen tué. Au terme de longues négociations avec le FSB, nous avons obtenu l'autorisation d'embarquer avec les gardes-côtes pour filmer les navires saisis. Sous leur surveillance, 7 bateaux en métal nord-coréens stationnent dans la rade de Nakhodka, à 200 km de Vladivostok. Notre communication avec les gardes-côtes sera minimale. Ils n'ont pas le droit de nous parler et nous devons masquer leur visage. Mais la présence des équipages nord-coréens sur ces navires nous intrigue. Nous tentons d'interroger le superviseur en charge de nous escorter. Depuis combien de temps stationnent-ils ici? Cela dépend. Ce sont tous ceux qui ont été arrêtés cet été? Et qu'est-ce qu'ils attendent? La fin de l'enquête. Comment sont-ils ravitaillés? C'est le consulat général de Corée du Nord qui les ravitaille. La nourriture, l'eau, l'essence. Tout ça, ce sont les obligations du consulat, pas des gardes-côtes. Donc si le consulat ne les ravitaille pas, personne ne les ravitaille. Le consul vient ici pour les visiter. C'est à lui d'organiser tout ça. Je ne sais pas comment ça se passe en réalité, mais c'est comme ça que ça devrait être. En observant la vie sur ces bateaux, plusieurs détails attirent notre attention. La présence de femmes. Et le fait que leurs occupants puissent de l'eau de mer pour se laver. Nous voulons en savoir plus sur leurs conditions de détention. Accompagnés d'un traducteur, nous décidons de les accoster. 안녕하세요. 조선 사람이시네요. 어디요? 얼마 동안 그게 정박하셨어요? 모르지. 한 달이요? 한 달 모르. 여기 무슨 일인지 한 달 되고. 어떤 음식이나 납품이 받으셨어요? 없어요. 없어. 물도 없고, 뗄 것도 없고, 먹을 것도 없어. 영사관에서 조선 영사관에서 아무거나 없어요? 없어. 누르간 먹을 거밖에 없다만 이제. Mais ces hommes, en particulier celui qui semble être le capitaine, sont méfiants. 연사관에서 아무거나 식비가 주지 않았었어요? 근데 남서에서 왔어.
Ils ne nous en diront pas plus. Pour le braconnage organisé dans la zone économique russe, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Dans la plupart des cas, ils seront déportés. Au tribunal de Nakhodka, une affaire plus grave débute. Cet homme fait partie des 161 braconniers arrêtés le 17 septembre dernier. Comme 17 autres, il est accusé de tentative d'homicide envers les gardes-côtes. C'est notre présence qui incite le chef enquêteur à demander une audience à huis clos. Durant les 2 premiers jours où seront examinées leurs mises en détention provisoire, toutes les audiences des braconniers nord-coréens nous seront fermées. Leurs bottes en caoutchouc et leurs vêtements sales donnent à penser que depuis leur arrestation il y a 10 jours, ils ne se sont pas changés. Certains d'entre eux boitent. Un homme a même la jambe plâtrée. Pourtant, le bilan officiel fait état d'un mort, mais pas de blessés parmi les braconniers nord-coréens. Notre traducteur tente de les questionner. 다리는 다쳤어요? 다리가 아프세요? Ils ont peur de nous répondre. D'après nos sources, les forces spéciales leur auraient tiré dans les jambes en riposte à leur attaque. La plupart des avocats commis d'office que nous croisons au tribunal semblent peu concernés par leur état. Pourquoi a-t-il des béquilles? Que lui est-il arrivé? Je ne lui ai pas posé cette question. Ça ne concerne pas mon travail d'avocate de savoir pourquoi il a des béquilles. Stepan Schlik est l'un des rares avocats à avoir accepté de nous répondre. Par le passé, il a déjà défendu des braconniers nord-coréens. La seule chose que son client lui aurait dite, c'est qu'il voudrait rentrer chez lui en Corée du Nord. Je veux rentrer chez mon père, Kim Jong-un, rentrer chez moi, dans ma patrie. Soit ils ont peur, soit ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Ils demandent tous à rentrer chez eux, même si je crois bien que là-bas, un tel crime est passible de la peine de mort. En Russie, ils risquent la prison à perpétuité. Ont-ils été sommés de défendre leur navire et leur butin coûte que coûte? Pour cette pêche illicite, ils payent parfois un prix encore plus élevé. Ici est enterré un citoyen étranger nord-coréen non identifié. On l'a sorti de l'eau en août 2019. Vladimir Gorohovski est à la tête de l'une des 2 sociétés de pompes funèbres à Olga. Ici, au cimetière de la ville, il a déjà enterré anonymement 2 corps de pêcheurs nord-coréens rejetés par la mer. Lui, c'est le numéro 1. Ensuite, il y aura le numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite. Il remonte à la surface partout, le long de nos côtes, là où le courant les emporte. Parfois, on trouve des os ou des restes de cadavres. Aucun prélèvement ADN avant l'inhumation. Aucune chance de connaître un jour son identité. Vladimir a organisé les funérailles à ses propres frais.
J'ai bien tenté de joindre les autorités compétentes, j'y suis parvenu, je leur ai demandé de m'aider à me mettre en contact avec le consulat nord-coréen, avec l'ambassade ou des organisations d'amitié russo-coréennes. On m'a dit sans équivoque, pourquoi les ramassez-vous? Laissez-les où ils sont. Combien de ces braconniers ont-ils péri le long des côtes russes? La Russie ne communique aucun bilan. Pour elle, comme pour la Corée du Nord, ces morts n'existent pas. L'an dernier, de l'autre côté de l'île, il y avait un cadavre. Ils ont mis presque une semaine à l'enlever. Et dans la barque que nous avons secourue, les Nord-Coréens nous ont fait comprendre qu'ils étaient 6 ou 7 au départ et que seuls eux 4 avaient survécu. En 2018, Gennady Vorobyov a sauvé 4 pêcheurs nord-coréens d'une barque à la dérive en pleine tempête. Gennady et son épouse les avaient alors hébergés chez eux. Ces images ont été tournées par un journaliste de la télévision locale. Les habitants du village s'étaient mobilisés pour les aider. Здесь мы их приютили. Вот в этой комнате, в этой комнате еще была одна кровать, 4 человека. 2 человека были в очень плохом состоянии. Их привезли на тракторе с берега и, можно сказать, на руках занесли в эту комнату. Pour Natalia, l'épouse de Gennady, il fallait avant tout prodiguer les premiers soins. Pour le reste, elle n'en sait pas beaucoup plus. Спрашивали, как они оказались здесь. Они сказали, что они рыбаки и попали в тайфун. Они по-русски очень хорошо понимают, но я так поняла, что нельзя им разговаривать. И на следующие сутки приехали пограничники и их забрали. Pourquoi ces hommes risquent-ils leur vie pour aller pêcher hors de leurs frontières? Pour le comprendre, nous allons de l'autre côté de la péninsule coréenne, en Chine, dans la ville frontalière de Dandong. Située à l'embouchure d'un fleuve large de moins d'1 kilomètre, qui sépare la Chine de la Corée du Nord. En remontant son cours, l'agglomération nord-coréenne de Sinuiju cède la place aux paysages ruraux, où la vie semble figée dans une autre époque. Leur moyen de transport principal, c'est le vélo. Il y a très peu de voitures. Les motocyclettes sont réservées aux fonctionnaires de l'armée, car l'essence n'est pas un produit pour les gens ordinaires, c'est un produit contrôlé par l'armée. Les gens ordinaires, même riches, ne peuvent pas s'acheter de l'essence. Ceux qui roulent à vélo, ce sont des gens ordinaires, relativement riches. Notre guide chinois connaît bien le mode de vie des mystérieux voisins d'en face. Sa famille vit à la frontière depuis plusieurs générations. Les gens qu'on voit sur la berge là-bas, ce sont des pêcheurs nord-coréens. Ils font partie d'une unité de production. Les militaires sur la rive sont là pour les surveiller. Lorsque les Nord-Coréens pêchent, ils sont toujours supervisés par les soldats pour éviter qu'ils ne fuient. Une fois à l'abri, le guide va nous donner davantage d'explications. Ces gens appartiennent à l'armée. S'ils te voient filmer, ils ramassent des pierres pour les jeter sur toi. Les pêcheurs donnent tous leurs poissons à l'unité de production, qui à son tour le donne à l'armée. L'unité note le ratio de travail des pêcheurs, ils doivent tout donner à l'armée.
L'armée, elle vend ce poisson ou elle le consomme elle-même? Elle le consomme elle-même. La politique de l'armée prospère veut que l'armée soit bien nourrie. L'unité de production fonctionne selon le modèle communiste. La distribution de produits est rationnée selon le travail. Chaque personne reçoit une ration de 150 grammes par repas. Vous imaginez ce que c'est, 150 grammes de riz? Ce n'est pas plus gros que ça. L'armée, elle, reçoit de gros bénéfices, car tout le peuple sert l'armée. C'est ça, leur politique de l'armée prospère. L'armée du maréchal Kim Jong-un, qui dirige l'activité de pêche en Corée du Nord. À Dandong, d'autres sources vont nous confirmer cette information. Ici, agents, hommes d'affaires et marchandises transitent chaque jour par un pont routier et ferroviaire qui relie les rives chinoises et nord-coréennes. Malgré un train de sanctions adopté en 2017 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, interdisant notamment d'importer des fruits de mer nord-coréens, les affaires entre la Chine et la Corée du Nord prospèrent. Et c'est à Dandong que nous trouvons l'une des réponses à notre enquête. Nous parvenons à entrer en contact avec un agent qui vend des licences aux navires de pêche chinois pour le compte du gouvernement nord-coréen. Notre traducteur, dont nous masquons l'identité pour des raisons de sécurité, prétend être intéressé par l'une de ces licences. En gage de caution, l'agent lui envoie même les photos d'une femme qu'il dit être sa tante nord-coréenne, aux côtés du leader nord-coréen Kim Jong-un. Il rejoint notre traducteur dans sa chambre d'hôtel. Nous filmons leur rencontre en caméra cachée. L'agent va ensuite expliquer la procédure. Finalement, l'agent propose à notre traducteur d'aller rencontrer la fameuse tante. Son bureau se trouve au dernier étage de l'immeuble voisin. Dans les anciens locaux du consulat nord-coréen, l'agent tient à montrer la vue imprenable sur la Corée du Nord. Au mur, il y a bien les photos de sa tante avec Kim Jong-un. Et voici la tante elle-même. Avec elle, la conversation va surtout porter sur l'aspect financier. En vendant ses ressources halieutiques à la Chine, la Corée du Nord s'assure un revenu en devises, vital pour son économie et dont elle est privée depuis les sanctions.
Jusqu'à leur adoption en août 2017, elle exportait en Chine près de 200 millions de dollars de fruits de mer par an. Ces exportations sont désormais interdites. Mais sur le grand marché de Donggang, au sud de Dandong, les fruits de mer nord-coréens sont toujours là. De Corée du Nord, nous avons des palourdes, des coques. Mais principalement, nous recevons du calamar. Beaucoup. Ça, ce sont des triangles de palourdes nord-coréennes. Ça, c'est de la chair de couteau, des couteaux farcis aux nouilles, des coquilles Saint-Jacques farcis aux nouilles. Tous ces produits viennent de la mer de l'Est. Nous sommes allés les pêcher nous-mêmes en bateau pour les vendre ici. Dans le jargon local, la mer de l'Est, c'est celle de la Corée du Nord. Mais lorsqu'on le questionne sur sa licence, cet entrepreneur reste vague. Combien coûte une licence? Combien ça coûte? Je ne sais pas. C'est une coopération de longue date. J'ai besoin de tes produits et tu as besoin des miens. Certains achètent directement en mer des produits vendus par la Corée du Nord, dont les pêcheurs désargentés en sont réduits à braconner. D'autres achètent des licences mensuelles pour aller pêcher dans les zones nord-coréennes voisines en mer Jaune, ou annuelles pour aller dans la zone nord-coréenne en mer du Japon, de l'autre côté de la péninsule. Une grande partie de ces licences est vendue ici, dans la province portuaire de Shandong, plaque tournante de la production de fruits de mer en Chine. À cause de la surpêche, son golfe s'est peu à peu vidé des grands poissons prisés sur le marché. Nous avons des vivanos, des castagnols, des anchois grenadiers, des carpes noires, des tilapias. Tous les mois, cet entrepreneur importe près de 260 tonnes de poissons de Corée du Sud. À Shandong, 75% de la production provient de l'aquaculture. Le reste, des importations. Et surtout, de la pêche à l'étranger. Avant, il y avait suffisamment de poissons. Maintenant, il y en a de moins en moins. On ne peut pas pêcher sans arrêt et avoir toujours autant de poissons. Nos bateaux chinois équipés pour conditionner le poisson vont en Corée du Nord pour pêcher le calamar en grande quantité. Y a-t-il un bon marché pour le calamar? Oui, regarde comme son prix est élevé. Chez nous, en Chine, nous ne pouvons pas pêcher le calamar. Il faut aller en Corée du Nord. Nous demandons à Li Tian de nous emmener au port le plus proche pour nous montrer ses navires de pêche hauturière. Certains ressemblent étrangement aux chalutiers nord-coréens que nous avons vus en Russie. Ce genre de bateau, avec son système lumineux, est spécialement fait pour pêcher le calamar. Et comme il a de grosses dépenses, s'il n'a pas assez de rendement, il accuse un déficit sur l'année. En Chine, il y a peu de ressources. C'est pourquoi ils vont tous pêcher là-bas. En 2007, Li Tian voulait lui aussi acquérir une licence pour aller pêcher en Corée du Nord. À l'époque, l'administration des pêches locales organisait même des tirages au sort. Ils m'ont téléphoné pour me dire de venir à une réunion. À la fin, ils ont dit « En ce moment, c'est la saison d'interdiction de la pêche en Chine. Nous avons 10 licences. Qui en veut? Cela, allez vous inscrire. » Aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup de bateaux et des licences aussi. Il y en a beaucoup. La procédure d'obtention est simplifiée. Les relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord se sont améliorées. Tu veux une licence? Vas-y, pas de problème. Il faut juste avoir des relations. Malgré cela, Li Tian ne projette plus d'aller pêcher en Corée du Nord. Trop hasardeux, trop risqué. La licence coûte déjà très cher et en plus, il faut leur payer des commissions sur ce que tu as pêché.
Pour une tonne, tu gagnes 10 000 yuan et tu dois leur en donner 2 000. Ils ont aussi cette règle, si tu pêches en Corée du Nord, tu dois forcément engager des Nord-Coréens sur ton bateau. Et tu dois leur payer un salaire mensuel, mais tu ne leur donnes pas l'argent à eux, non. Tu dois le donner aux autorités nord-coréennes, à l'ambassade, au consulat, à ces gens-là. Même si tu pars avec une licence, tu as peu de rendement, surtout cette année. Les capitaines qui sont revenus ont tous dit que ce n'était pas terrible. Ils ont attrapé trop peu. Pour préserver ses ressources halieutiques et continuer de les vendre à la Chine. La Corée du Nord, elle, va pêcher toujours plus loin. Ces images nous ont été transmises par les gardes-côtes japonais. L'an dernier, ils ont repoussé plus de 1500 coques de noix nord-coréennes. Côté russe, en vertu d'un accord de 1987, la Russie allouait à la Corée du Nord des quotas de pêche chaque année jusqu'en 2018. Puis, ils ont été suspendus. À cause de la surpêche, cette zone du Pacifique, la plus prolifique au monde, se vide de plus en plus. Et les schémas secrets du braconnage échappent à toute statistique écologique et humanitaire. Voilà pour ce document signé Elena Voloshin et Yan Kwai. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.